Rouler lentement pour rouler plus vite. Vraiment? Eh oui, aujourd'hui tu te demandes comment améliorer ton endurance. Rouler plus vite, être plus puissant, sans finir complètement cramé sur chaque sortie. Super nouvelle, aujourd'hui on parle zone 2, le Graal pour développer ton système aérobie, augmenter ta FTP sur le long terme et même améliorer ta santé. Dans cette vidéo concrètement, je vais t'expliquer la zone 2, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Comment la définir entre puissance, fréquence cardiaque et j'en passe? La différence entre la zone 2 en vélo et en course à pied, notamment pour les triathlètes. Et enfin, comment l'intégrer dans ton plan d'entraînement en triathlon. Alors prends un café, installe-toi confortablement, c'est parti. Mais avant tout, n'oublie pas, si jamais tu fais du triathlon, les casquettes MUS sont là pour toi. Des casquettes respirantes, lavables en machine, éco-responsables et tous nos stocks sont ici en Vendée. Avec le code YouTube, tu auras moins 20% sur ta prochaine commande. Merci à toi pour ton soutien. Débutons. Ah oui, juste un dernier point en fait. Là, on va parler de vélo, donc cyclisme et de triathlon. Mais si jamais tu veux le point détaillé sur la partie course à pied uniquement, je te mets la vidéo juste là. Alors, la zone 2, c'est quoi? C'est un niveau d'intensité d'effort situé sous le seuil aérobie, là où tu vas principalement puiser dans un mélange de lipides et de glucides pour produire ton énergie, mais principalement des lipides. Mais plus l'intensité est faible, plus tu brûles des graisses, donc des lipides, et plus l'intensité augmente, plus tu commences à brûler des glucides avec. Concrètement, zone 2, tu améliores ta capacité à oxyder les graisses, donc à les utiliser. Et c'est de là que vient l'idée du rouler lentement pour rouler plus vite. En fait, tu poses les fondations d'une endurance solide qui te permettra de mieux encaisser les séances à venir, mais aussi d'avoir un corps plus efficient à l'effort, qui est plus capable d'utiliser ces différentes filières énergétiques. Et donc de tenir plus longtemps sur des épreuves. Et il y a toujours un rapport entre ton endurance et ta puissance qui te permet de soit pédaler plus longtemps, soit de pédaler plus vite, soit de pédaler plus longtemps plus vite. Et tout ça, ça te permet aussi de faire moins d'efforts sur certaines séances pour avoir un focus plus important sur certaines autres séances d'intensité, par exemple sur tes fractionnés. Alors maintenant, il existe différentes zones 2, en watts, en fréquence cardiaque ou même en ressenti. Bref, décortiquons tout ça. Déjà, il y a plusieurs façons donc de suivre la zone 2. Tu peux la suivre via ta fréquence cardiaque, grâce à un moniteur de fréquence cardiaque, parce que les montres en vélo, franchement, ça marche très très mal. Comme tu as le poignet souvent cassé, si tu es en position aéro, si tu as un vélo de contre-la-montre, bref, la montre marche très très mal en vélo et tu risques souvent d'avoir des fréquences cardiaques qui sont très très basses, alors que pas spécialement, alors que le bandeau cardiaque, lui, sera bien plus précis. Tu peux aussi donc la mesurer en watts avec un capteur de puissance, aux pédales, aux manivelles, peu importe, ou bien d'une troisième méthode dont on parlera juste après. Pour certains athlètes, la zone 2 en watts peut être équivalente à la zone 2 en fréquence cardiaque, à quelque chose près. Mais pour la majorité d'entre nous, il y a un décalage entre les deux, notamment à cause de la fatigue, la chaleur, ce que tu as mangé le matin, mais aussi de la dérive cardiaque à l'effort. Plus l'effort est long, plus ton cœur va naturellement augmenter. Donc la grande question, c'est quelle est la meilleure méthode ou comment bien suivre ma zone 2? Si tu as un capteur de puissance, ta zone 2 se situe souvent entre 55 et 75% de ta FTP. La FTP, c'est tout simplement la Functional Threshold Power en anglais. Grosso modo, c'est un petit test de 20 minutes d'effort où tu peux le faire aussi sur un format de ramp test. Notamment, tu l'as sur Zwift qui est hyper pratique, qui te permet de définir ta PMA, ta puissance maximale, aérobie, et aussi ta FTP en conséquence. La FTP, c'est comme la VMA en course à pied. C'est vraiment un indicateur qui va nous permettre de définir bien nos séances et de travailler les bonnes intensités au bon moment. Et cette approche, elle est hyper réputée pour sa précision. Parce qu'au moins, quel que soit ce que tu as mangé le matin, la chaleur ou autre, tes watts, ils sont toujours précis. Du moins si tu étalonnes bien ton capteur de puissance assez régulièrement. L'autre méthode, qui est beaucoup moins onéreuse ceci dit, c'est la fréquence cardiaque. En supposant que tu connaisses donc ta fréquence cardiaque maximale, pour ça tu peux aussi faire un test, dont le ramp test Zwift qui peut t'amener sur une FC Max. Tu peux faire un test à l'effort, bref, il y a plein de possibilités de tester sa FC Max. Ou on peut le faire aussi via la FC de seuil, la LTHR. Petite digression, la LTHR c'est quoi? Je vais faire très simple, c'est la fréquence cardiaque que tu tiens à ton seuil lactique. C'est le moment où l'intensité fait monter ton niveau de lactate. Souvent, c'est un effort, on va dire, qui est équivalent à 30-60 minutes max. En gros, tu es capable de le tenir entre 30 et 60 minutes maximum. Tu peux le calculer en faisant un effort de 30 minutes à bloc. Et sur ces 30 minutes, on va prendre seulement les 20 dernières minutes et faire une moyenne de TFC sur cette donnée-là. Et généralement, ça donne une bonne moyenne. Ça, c'est si jamais tu n'as pas du tout la possibilité de faire un test de FC Max, mais je trouve ça personnellement bien plus compliqué et peut-être légèrement moins précis parce que ça sous-entend plein d'autres facteurs tels que ton niveau d'entraînement un jour J, etc., etc. Le plus simple pour moi, c'est la FC Max. Et la FC Max, tu fais un ramp test sur Zwift ou en extérieur, tu peux le faire toi-même aussi. Et ça sera vraiment le plus simple pour calculer ta zone 2. Bien évidemment, moi, je te déconseille de faire
un test de FC Max tout seul parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça reste des tests où on va pousser notre corps très très loin et un malaise peut très vite arriver, voire pire. Donc fais attention, fais-le sous supervision ou du moins avec quelqu'un à côté de toi. Si jamais tu fais un petit malaise ou quoi, voilà, il faut être conscient aussi que pousser son corps dans ses limites, c'est pas toujours non plus l'idéal si tu veux pas tomber de ton vélo, quoi. Donc voilà. Pousser son corps au maximum, c'est bien, mais il faut le faire dans les bonnes conditions. Maintenant qu'on a compris ce que c'était, revenons à notre sujet, la zone 2. L'avantage de la fréquence cardiaque, c'est que tout le monde peut l'utiliser. Mais comme je te l'ai dit, elle va être impactée par ta fatigue, ton stress, ce que tu as mangé la veille, le matin, etc., 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 la chaleur, la température, peu importe, l'humidité, etc. Je m'arrête là. Eh bien, c'est légèrement moins fiable que ta puissance qui, elle, va être fixe par rapport à ton capteur de puissance. Encore une fois, petit point de précision, si tu as deux vélos, les deux capteurs de puissance ne sont pas spécialement équivalents. Par exemple, moi j'ai un vélo en SRAM et l'autre en Shimano et j'ai quasiment 10 watts d'écart de moyenne sur une même puissance donnée. Alors pour faire ce test, je l'ai mis sur mon home trainer et j'ai dit que le home trainer était le juge de paix entre les deux. Et finalement, je me retrouve avec le Shimano qui me donne à peu près 10 watts de moins que le SRAM Red qui lui me monte à 10 watts de plus tout simplement en moyenne. Et sur des intensités très hautes, ça va exponentiellement plus haut. C'est-à-dire que le capteur Quark me donne des watts beaucoup plus importants, par exemple quand je pousse très fort, que le capteur Shimano. Donc voilà. On s'en fiche en réalité de ce chiffre-là, mais c'est important. Ton seuil doit être défini par rapport au vélo que tu utilises, ou du moins, il faut que tu adaptes par rapport à ton capteur que tu utilises. Et si tu as deux capteurs, fais attention à pas qu'il y ait trop de différence entre les deux. D'ailleurs, j'ai trouvé un super exemple pour illustrer tout ce que je viens de te dire. Et oui, c'est celui d'un cycliste anciennement professionnel, aujourd'hui à la retraite, qui a fait un test pour savoir où était sa zone 2 aujourd'hui. Et dans son test, ce qu'on peut voir concrètement, c'est que comme il a été un athlète très entraîné, il a une zone 2 qui est relativement haute. Sa zone 2 elle se situe entre 240 et 260 watts de puissance, ce qui fait une très grosse moyenne. Au-delà de 280 watts, il passe dans sa zone 3 de puissance. Mais pour autant, sa fréquence cardiaque est assez élevée. Et ce que ça nous amène à constater, c'est que plus tu es entraîné, plus ta zone 2 se situe à des puissances élevées, mais aussi à un rythme cardiaque plus élevé. Par exemple, Tadej Pogacar, dans une récente interview, disait qu'il roule à peu près à 300 watts de mémoire, même un peu plus, je crois, en zone 2, pour une fréquence cardiaque entre 150 et 155 BPM. Ce qui est bien évidemment monstrueux, mais surtout, ça veut dire qu'il a une fréquence cardiaque quand même relativement haute, et pourtant, il utilise un maximum de graisse. Donc, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est normal que si jamais tu sois débutant, tu dois viser une fréquence cardiaque un petit peu plus basse, avec des watts plus bas, et que plus tu progresses, plus ça va progressivement monter et que ton corps sera capable d'utiliser des graisses à des intensités plus hautes, que ce soit en puissance d'appui ou en rythme cardiaque. Alors bien évidemment, on ne parle pas non plus de 170 BPM en zone 2. On parle de grappiller quelques BPM par-ci par-là. Mais je trouve ça quand même intéressant à souligner et assez remarquable. Pour ça, prenons mon exemple personnel. Quand je suis en forme, si jamais c'est un bon jour, je vais me baser uniquement sur mes watts. Je vais prendre mes watts et je vais pousser ce qu'il faut pousser pour être en zone 2. Par contre, les jours où je suis fatigué ou stressé, je vais plus me baser sur ma fréquence cardiaque. Pour la simple et bonne raison que pousser les bons watts me demandera trop de ressources et pourra impacter mon entraînement le jour suivant. Et sur une journée où on cherche à travailler la zone 2, on ne cherche pas spécialement à avoir de l'intensité haute. Il vaut mieux être un cran au-dessous qu'un cran au-dessus. Par exemple, dans mes chiffres à moi, si jamais je vais être en zone 2, je tourne aux alentours des 220 watts à peu près. Mais les jours où je suis fatigué, je peux être à 220 watts à 165 BPM. Et là, je sais que je ne suis pas du tout dans ma zone 2. Donc à ce moment-là, je vais tout simplement baisser l'intensité, baisser les watts pour revenir dans ma bonne zone cardiaque parce que je sais que ça ne sert à rien ce jour-là dans la fatigue de forcer plus, alors que simplement en fait c'est juste que j'ai trop de fatigue accumulée ou une période de stress, bref, plein de choses qui peuvent arriver dans la vie. Ce qui nous amène à la différence entre la zone 2 en course à pied et la zone 2 en vélo. Premièrement, en course à pied, on va avoir tout ce qui va être impact, mais aussi le nombre de muscles sollicités, qui va varier en fonction de la montée, de la descente, du type de terrain, bref, de plein de choses, mais c'est pas les mêmes qu'en cyclisme. Et tout ça, ça fait que la fréquence cardiaque peut monter un peu plus vite d'ailleurs. Les footings en zone 2 sont aussi là en course à pied pour prévenir les blessures, pour ajouter du volume sans pour autant trop stresser l'organisme. On se retrouve donc à travailler sur des fréquences cardiaques un peu plus basses la majorité du temps pour un ressenti de facilité entre guillemets relativement similaire. Alors qu'en vélo, on recherche plutôt la zone 2 optimale, basée sur la physiologie aérobique. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'impact et donc il y a moins de risques de blessure déjà. Qu'on a plus de possibilités de jouer sur les braquets et donc de travailler sur différentes cadences.
Tu peux très bien être en vélo en zone 2 à 60 tours par minute pour travailler ta force. Alors qu'en course à pied, si tu fais ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Hormis dans certains cas très spécifiques, en trail, etc. Mais je veux dire, c'est pas des choses que tu vas spécifiquement chercher à travailler en te disant je vais me mettre sur les bonnes intensités de zone 2 et je vais réduire mon nombre de pas par minute, etc. Enfin, voilà, c'est plus du travail spécifique en course à pied, alors que là, en vélo, c'est du travail intéressant à peu près pour tout le monde. On peut donc rouler à une FC un peu plus haute en vélo, tout en restant dans sa zone 2. Mais alors là, moi, j'ai une question qui me vient. Parce que je t'ai parlé tout à l'heure de ce cycliste anciennement pro. Mais ce cycliste, anciennement pro, dans son test de zone 2, sur le test cardiaque qu'il a fait en labo, il pouvait monter jusqu'à 162 BPM pour être en zone 2. Donc ça voudrait dire que ce mec-là est capable de courir à 162 BPM en étant en zone 2. Ce qui paraît relativement énorme. Alors est-ce que la zone 2 en course à pied est vraiment identique à celle en vélo, d'un point de vue cardiaque? Eh bien, pas du tout. Comme la VO2 max d'ailleurs, c'est deux facteurs différents. Ta zone 2 en course à pied n'est pas identique à ta zone 2 en cyclisme. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, l'impact et le recrutement musculaire. Deuxièmement, le poids du coureur ou du cycliste. En vélo, on est sur un sport porté, alors qu'en course à pied, tu portes ton poids. Et troisièmement, les tests terrain ou d'ailleurs labo montrent souvent qu'un athlète a des zones de fréquence cardiaque différentes entre le vélo et la course à pied, selon sa technique, son historique, son efficacité de foulée, etc. En fait, il y a certaines personnes qui vont avoir une FC plus basse en course à pied, plus haute en vélo et vice-versa. Il n'y a pas de règle universelle et ça, c'est vraiment propre à chacun. En clair, si jamais tu as une zone 2 en vélo à 162 BPM, il n'y a aucun moyen de te dire si en course à pied, tu es réellement à 162 BPM, hormis si tu fais un test terrain ou labo pour être encore plus précis. L'idéal, c'est donc simplement de tester chaque discipline séparément et d'avoir ses bonnes zones sur le vélo et ses bonnes zones sur la course à pied. Et ce qui nous amène à un autre point hyper intéressant. Le brûlage des graisses n'est donc pas uniquement lié à la fréquence cardiaque. Quand je dis brûlage des graisses, on parle bien évidemment d'oxydation lipidique, le fait d'utiliser les graisses pour créer de l'énergie à basse intensité. Et en fait, tout dépend donc de l'intensité de l'effort. La proportion de glucides et de lipides utilisés par ton organisme et de la proportion de glucides et de lipides que ton corps va utiliser à l'effort. La fréquence cardiaque est un indicateur pratique car elle reflète une intensité d'effort. Mais elle ne détermine pas à elle seule si tu es en train de brûler des graisses ou des glucides. Il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte. Premièrement, le métabolisme individuel. Deux personnes à une FC équivalente peuvent mobiliser des filières énergétiques différentes. Tout simplement, déjà de base, on n'a pas tous la même FC max. Certains montent à 170, d'autres à 210, etc., etc. Deux, les variations d'effort en fonction des disciplines. En course à pied, tu peux avoir une fréquence cardiaque qui monte plus vite pour un même niveau ressenti d'effort par rapport au vélo, par exemple. Et pourtant, ça ne signifie pas que tu brûles plus ou moins de graisse. 3. Le croisement lipide-glucide. Et ça, c'est plutôt lié au pourcentage d'intensité. Autrement dit, au pourcentage de ta VO2 max utilisée ou de ta puissance maximale. Une fréquence cardiaque élevée peut témoigner d'un niveau d'intensité, donc plus d'utilisation de glucides, mais en fait, c'est pas systématique. En résumé, la fréquence cardiaque, c'est un très bon outil et je te conseille de l'utiliser, mais c'est pas une valeur absolue. C'est pas la règle miracle. Et c'est bien l'intensité relative à ton niveau d'entraînement, à ta forme du jour J et à ta capacité d'oxyder les graisses qui va primer. Et c'est là qu'on se rend compte que la zone 2, c'est loin d'être un sujet si facile que ça. Mais bon, on en termine avec la partie théorique, j'arrête de t'embêter et maintenant on passe au vif du sujet, au concret, comment ça se passe dans tes séances. Donc juste petit rappel, comment connaître ta zone 2 et être sûr que tu es dans les bonnes données, toi, à ton entraînement. Premièrement, puissance entre 55 et 75% de ta FTP. C'est la méthode pour moi la plus précise, mais ça nécessite de connaître ta FTP. Deuxième possibilité, la fréquence cardiaque. Plus simple, plus accessible. L'inconvénient, c'est que c'est influencé tout simplement par ta fatigue, ton hydratation, ton stress, etc. Pour ça, il faut que tu sois entre 60 et 75% de ta fréquence cardiaque maximale. L'inconvénient, c'est bien évidemment que ça va fluctuer en fonction de ta fatigue, de ton niveau d'énergie, de ton stress, hydratation, etc., etc. La troisième possibilité, c'est de faire des tests en labo. C'est le plus précis, mais c'est le moins accessible. Et enfin, quatrième possibilité, c'est de faire au ressenti, à la sensation. Si aujourd'hui, tu n'as aucun capteur, tu peux tout à fait faire de la zone 2 à la sensation. Et pour ça, on va se baser sur l'échelle RPE. Alors, l'échelle originale, qui s'appelle échelle de Borg, va de 6 à 20. Ouais, c'est un peu chelou. Il commence pas à 0, il a voulu commencer à 6. Bref, commençons à 6. C'est-à-dire qu'en dessous de 6, c'est pas de l'effort en gros, c'est un peu comme ça qu'il faut l'interpréter. La zone 2 se situe aux alentours de 11 à 12 sur 20 en échelle d'intensité. 6 étant le minimum que tu peux avoir
à l'effort. Tu peux aussi utiliser la méthode de la conversation, c'est-à-dire que tu es capable de parler sans être essoufflé à chaque phrase. Maintenant, comment l'implémenter concrètement dans ton entraînement? En triathlon, on parle souvent du 80-20. 20% d'intensité pour 80% de travail sur la base, sur ta zone 2. Pour la simple et bonne raison qu'en triathlon, c'est important d'avoir une base solide, que tu veuilles faire du triathlon M, de l'Ironman, du Alpha Ironman, etc., etc. Mais que les hautes intensités te permettront toujours d'aller plus vite, et en compétition, l'objectif c'est quand même de gagner, entre guillemets, ou du moins d'aller plus vite que la veille, de progresser. Donc il va falloir savoir faire vraiment ces 80% de base, puis ces 20% d'intensité sur des intensités plus hautes du seuil, VMA, PMA, etc. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu aimerais une vidéo spécifique sur la partie fractionnée. Dis-moi tout ça en commentaire. Le 80-20 en pratique, ça peut ressembler à ça. Par exemple, si tu peux t'entraîner 7 fois dans la semaine, ça peut donner 2 sorties vélo faciles entre guillemets, une sortie course à pied footing, puis 2 séances natation. Alors là, tu les axes en fonction de ce que tu as besoin de travailler. Puis 2 séances de fractionnés qui seront une séance de vélo sur des intensités par exemple cible course, puis une séance de fractionné course à pied. En fonction de la saison, tu peux travailler ta VMA, puis ton seuil, etc., etc. Cette approche va te permettre de développer ta base aérobique tout en travaillant tes qualités de puissance et de vitesse pour progresser progressivement. Bref, qu'est-ce que tu dois retenir de cette vidéo en 1 minute? La zone 2 est la base de ton endurance. Tu peux la définir via ta fréquence cardiaque, ta puissance, un test en labo ou simplement ressenti. Les valeurs de zone 2 en course à pied et en vélo ne sont pas systématiquement les mêmes. La zone 2 est primordiale dans ton entraînement, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quoi que tu prépares. Pour autant, tu ne dois pas négliger de faire des intensités à côté si tu veux progresser. Conclusion, la zone 2, c'est le pilier si tu vises à progresser en triathlon. C'est également là que tu travailles la capacité de ton corps à utiliser les graisses et aussi donc à être plus endurant, à maintenir une allure plus importante plus longtemps. Et toi, comment aujourd'hui tu pratiques la zone 2? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Pas spécialement? Est-ce que c'est quelque chose que maintenant tu vas implémenter? Dis-moi tout ça en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner si la vidéo t'a plu, de mettre un j'aime, de la partager autour de toi. Ça permet toujours de faire progresser la chaîne. Mais surtout, souviens-toi, rouler lentement te permettra de rouler plus vite. Et ça, c'est terriblement efficace. À bientôt, bisous.